C'est mon boulot, la chronique sur France Info consacrée au monde du travail avec Philippe Duport. Bonjour Philippe. Bonjour Agnès. Et si pour mieux travailler, on s'inspirait de l'exemple de Gustave Eiffel ou des Frères Lumière? C'est en tout cas l'idée originale d'une collection de livres qui vient de sortir. Oui, quand on cherche des leçons de comportement au travail ou de management, on va plutôt voir les exemples de grands chevaliers d'entreprise. On s'inspire des réussites de Steve Jobs ou de Donald Trump, pas tellement du côté de Louis XIV ou du 19e siècle. Et pourtant, 3 petits livres très malins viennent de sortir qui nous incitent à regarder beaucoup plus loin en arrière. Anne Vermès, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire une série de petits livres dans une collection baptisée Histoire et Management. Vous expliquez comment piloter un projet à la manière de Gustave Eiffel, comment motiver comme Nicolas Fouquet quand il a fait construire son château de Vaux-le-Vicomte, comment entreprendre comme les Frères Lumière. Lequel vous semble le plus moderne ? Je dirais qu'ils ont tous les 3 un très grand fond de modernité. C'est pour ça aussi qu'ils sont aussi parlants. Eiffel, parce que, évidemment, c'est le grand succès industriel français à une époque où, faut bien le dire, il était le seul à avoir ce risque-là et cette audace-là. Le second, les Frères Lumière, c'est aussi une aventure industrielle française, mais au cœur de laquelle il y a l'innovation. Pour eux, le fondement même d'une réussite, c'est dans le processus d'innovation qu'ils vont modéliser, tant dans la dimension production que de la dimension de développement et de management. Et le 3e, c'est celui qui a eu peut-être raison un peu trop tôt, mais qui a compris avant les autres qu'on était dans une phase de début de mondialisation, c'est la fin du 17e, 1660. Fouquet, lui, pense que pour pouvoir comprendre la complexité émergente du monde, il faut pouvoir marier les arts et marier les domaines. C'est ce qu'il veut faire à Vaux-le-Vicomte, l'art, l'architecture, et c'est finalement les origines du luxe à la française qu'il invente. On va s'arrêter un petit peu sur Gustave Eiffel. Est-ce qu'il avait des idées théoriques de management, de façon dont on pouvait conduire un projet ou des hommes, ou est-ce que c'était simplement d'une part un ingénieur surdoué et quelque part aussi un génie doué d'une force de caractère exceptionnelle, capable de mener un tel projet à son terme? Ce qui émerge, c'est que dès le plus jeune âge, puisqu'il crée son entreprise, il a 26 ans, il a la qualité d'organiser et de motiver son équipe. Donc, bien sûr, il n'a pas forcément la théorie managériale. Par contre, quand on regarde concrètement comment il est venu à bout de ce défi, il a ces 2 vecteurs clés. C'est une très grande organisation, particulièrement en amont, l'art de planifier jusqu'au plus petit détail, et également la capacité qu'il a à aller chercher le meilleur des hommes, et pas seulement à mailler des caractères très différents. Comment est-ce qu'il fait justement pour aller chercher le meilleur de chacun ? Alors, d'abord, il est très clair sur le projet et sur son intention. Il veut, depuis le départ, créer la tour la plus haute et la plus innovante du monde. Donc il donne la grande image, comme on dit, la grande image à ses collaborateurs. Absolument. Si ce n'est que c'est même pas lui d'ailleurs qui l'a au départ. Ce qu'il a, lui, il a la capacité de laisser la liberté de créer et d'inventer à ses ingénieurs. Car en fait, quand il rencontre Édouard Locroix, le ministre de l'économie et de l'artisanat, qui lui dit voilà, il nous faut un projet innovant pour l'exposition universelle de 1889, il pose la question très clairement à Eiffel, avez-vous une idée ? Eiffel, faut bien le dire, est sec à ce moment-là. Il n'a aucune idée. Par contre, qu'est-ce qu'il fait qui va être fondamental pour son équipe ? Il donne le cadre. Il donne en fait les bases du cahier des charges. C'est-à-dire de l'innovation, une œuvre qui fédère, qui relance la France sur une dimension de production industrielle alors qu'elle est en retard. Et là, il dit, messieurs, cherchez. Exactement, cherchez. Quand les ingénieurs Coquelin-Nouguier reviennent avec la première esquisse, il n'est pas dans le oui mais, ah mais non, ça va pas être possible. Non. Il écoute, il est challenge sur ce qui va être en fait les points d'amélioration du projet. Est-ce que vous avez validé les 2 points clés, robustesse et souplesse ? Comment vous vous organisez ? Donc il pose des questions. Il pose des questions. Et du coup, il les re-challenge en leur disant, next step, ce sera, produisez-moi une esquisse qui va être évidemment la base du projet. À partir de là, il va, lui, commencer à s'intéresser au projet et il va se concentrer sur son rôle de chef de projet. Par contre, quand il va y avoir les premières difficultés, quand il va falloir gérer les 4 piliers, dont les 2 piliers qui sont côté Seine avec des difficultés majeures, qui est l'eau, là, il est dans ce qu'on pourrait maintenant appeler la proximité managériale. Il redonne le défi, il encourage, et au moment où Jean Compagnon, qui est donc le chef monteur, commence à faire émerger la solution, il va jusqu'à l'accompagner pour trouver la bonne pierre, c'est-à-dire la pierre qui va bien aller pour les fondations côté Seine et côté Champ de Mars. Donc oui, il est là exactement dans à la fois le garant de la vision du projet et en même temps, quand ils ont besoin d'avoir des stimulants pour pouvoir trouver les résolutions techniques, il descend et il est capable d'aller jusque dans le détail. Merci beaucoup Anne Vermès. Je rappelle le titre de
de ces livres que vous venez donc de faire paraître chez Erol. Piloter un projet comme Eiffel, motiver comme Nicolas Fouquet et entreprendre comme les frères Lumière. Vous dirigez aussi un trait d'union qui accompagne et conseille dans le monde du travail. Merci Philippe Duport, c'est mon boulot.